Ma femme a invité toute sa famille pour assister à la scène pendant qu'elle me présentait les papiers du divorce, le jour de mon anniversaire. Surprise. Je te quitte pour quelqu'un qui n'est pas une déception. Son père a éclaté de rire. On n'a jamais cru qu'elle finirait vraiment par épouser quelqu'un d'aussi insignifiant. Ils avaient même prévu du champagne pour célébrer ma chute. J'ai souri calmement, j'ai signé les papiers, puis je suis parti. Aujourd'hui, exactement 6 mois plus tard, elle dormait dans sa voiture, garée devant chez moi, suppliant qu'on parle. Ces messages affolés défilaient, « S'il te plaît, réponds. » Jamais je n'aurais cru écrire quelque chose comme ça. Une partie de moi a encore du mal à croire que tout cela s'est réellement passé. Et pourtant, nous y sommes. Préparez-vous, ce sera long. J'ai eu 34 ans samedi dernier. Ce n'était pas un anniversaire marquant, mais Julie, ma femme enfin, future ex-femme m'avait dit qu'elle préparait quelque chose de spécial. Toute la semaine, elle était étrangement enthousiaste. Toujours collée à son téléphone, souriant toute seule, mystérieuse. À l'époque, je me suis dit qu'elle organisait peut-être une fête surprise ou un petit geste sympa. Après tout ce qu'on avait traversé ces derniers temps, je me suis dit qu'elle essayait peut-être de réparer les choses. Entre nous, c'était tendu. Pas de dispute violente, non, juste ce froid silencieux, pesant, parfois bien pire que les cris. On était mariés depuis 6 ans. On s'était rencontrés à la fac. Elle était une magnifique étudiante en commerce, issue d'une famille aisée. Moi, j'étais l'étudiant boursier qui enchaînait 3 petits boulots pour pouvoir s'acheter des nouilles instantanées. Une histoire classique. Sa famille ne m'a jamais vraiment accepté. Son père, Bronson, oui, c'est vraiment son prénom, on dirait un méchant de film des années 80, ne manquait jamais une occasion de faire une remarque sur mes modestes origines. À chaque dîner familial, sa mère me demandait comment allait mon petit boulot, même après que j'ai été promu chef d'équipe. Et puis il y avait les posts Instagram de Julie. Elle montrait notre appartement, qui n'était pas assez luxueux pour sa famille, mais c'était ce qu'on pouvait se permettre pendant que je faisais des heures supplémentaires pour économiser en vue d'acheter une maison. Elle écrivait des légendes du genre « faire le mieux avec peu » ou « vivre simplement », comme si on était un cas social. Elle comparait toujours notre vie à celle de sa cousine Nova, mariée à un type dans la finance qui vivait dans un manoir. Ces derniers mois, Julie passait de plus en plus de temps avec sa famille. Elle rentrait tard de prétendus événements professionnels, en sentant le parfum de luxe. Elle recevait des messages qui la faisaient sourire, un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Je ne suis pas naïf, j'avais des soupçons. Mais je me disais que si je travaillais plus, si j'obtenais cette promotion, peut-être que ça s'arrangerait. Alors, le jour de mon anniversaire, je suis rentré du travail, oui, j'ai travaillé ce jour-là, bienvenue dans la vie adulte et l'appartement était vide. Julie m'avait envoyé un message pour me dire de la rejoindre chez ses parents pour ma surprise. Étrange, puisque leur maison est le dernier endroit où j'aurais voulu fêter quoi que ce soit. Mais bon, je me suis dit qu'elle essayait peut-être de faire la paix entre eux et moi. J'arrive donc dans leur immense maison en banlieue. Julie m'accueille à la porte avec un sourire bizarre, qui n'atteint pas ses yeux. Le salon est rempli de monde. Ses parents. Sa sœur Annabelle. Quelques cousins. Des amis de la famille que je reconnaissais. Tous avec une coupe de champagne à la main. Un silence gênant s'installe. Julie dit, « Todd, on a quelque chose de spécial pour ton anniversaire. » Et là, son père ricane. Pas un rire franc. Une vraie petite moquerie, comme un méchant de dessin animé. Je me tiens là, pensant qu'ils m'ont peut-être offert une voiture ou une bêtise du genre, je ne sais pas. Julie sort une enveloppe brune de derrière son dos. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était des billets d'avion. Mais elle dit alors, mot pour mot, surprise. Je te quitte pour quelqu'un qui n'est pas une déception. Silence total. Sauf son père, qui éclate de rire. Je reste figé, incapable de comprendre ce qui se passe. Et il ajoute, on n'a jamais compris pourquoi elle t'avait épousé. Merci mon Dieu, elle a enfin repris ses esprits. Julie me tend l'enveloppe. Des papiers de divorce déjà remplis. Il ne manquait plus que ma signature. Sa mère ouvre littéralement une bouteille de champagne et commence à en servir à tout le monde. Ils avaient organisé toute cette mise en scène comme une sorte de fête tordue. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient. Que je pleure? Que je supplie? Que je fasse une scène? Mais au lieu de ça, quelque chose en moi s'est éteint. J'ai regardé leur visage suffisant. J'ai regardé la femme avec qui je pensais vieillir. Et je n'ai rien ressenti. Comme si je regardais une scène de film. J'ai demandé un stylo. Le sourire de Julie a vacillé.
Ce n'était clairement pas la réaction qu'elle espérait. Son père m'a tendu son Mont Blanc de luxe. Je suis allé jusqu'au plan de travail en marbre blanc, j'ai étalé les papiers, et j'ai signé chaque ligne, une par une, sans dire un mot. Personne ne parlait. Le seul bruit, c'était mon stylo sur le papier, et quelqu'un qui s'éclaircissait la gorge, gêné. Presque de quoi compenser toute l'humiliation. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit, sans destination en tête. Je me suis retrouvé dans un bar miteux où personne ne me connaissait. J'ai commandé un whisky. Puis un autre. Je fixais mon téléphone pendant que les messages de Julie commençaient à arriver. Pourquoi tu n'as rien dit, tu ne vas vraiment pas te battre pour nous, tu ne fais que prouver que j'ai eu raison en fuyant. Au bout de 3 verres, quelque chose a changé. L'engourdissement s'est dissipé, remplacé par une colère froide. Pas le genre explosif qui pousse à faire une connerie. Non, le genre calculateur. Celui qui donne envie de détruire méthodiquement le monde de quelqu'un. Ce que Julie et sa famille ne savaient pas, c'est tout ce que je savais sur eux après 6 ans de mariage. Une famille qui traite le personnel comme du mobilier. On entend des choses. On voit des choses. Leur comptable, par exemple, un peu trop bavard quand il boit en soirée, et qui parle de comptabilité créative. La cousine qui couche avec le mari de sa sœur. Les voyages d'affaires du père, qui ne semblent pas très professionnels. Alors cette nuit-là, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai appelé mon pote Larry, probablement l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable de la ville. Deuxièmement, j'ai commencé à faire des captures d'écran de tous les messages suspects que Julie avait envoyés ou reçus, accessibles via notre cloud partagé. Troisièmement, j'ai dressé une liste de tous les contacts professionnels et amis qui devaient entendre ma version de l'histoire avant la sienne. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. J'ai dormi chez un ami et je me suis réveillé avec mon téléphone inondé de messages. Cette fois, Julie avait l'air plus paniquée que hautaine. Apparemment, elle pensait que j'allais revenir en rampant, prêt à tout arranger. Mais à midi le lendemain, Larry avait déjà déposé une réponse au divorce. J'avais retiré ma moitié de nos comptes joints et je n'ai pas touché à la sienne, je ne suis pas idiot et j'avais loué un box de stockage pour y mettre toutes mes affaires importantes pendant qu'elle prenait le brunch avec sa famille, probablement en train de rire en imaginant à quel point j'étais dévasté. Cela fait 1 semaine maintenant. Je vis dans un Airbnb, le temps de réfléchir à la suite. Julie est passée de méprisante à confuse, puis en colère, puis désespérée. Elle m'appelle toutes les heures. Son dernier message disait « Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer ». Sans blague Julie. Rien ne s'est passé comme ça aurait dû. Larry me dit que je suis dans une position bien plus forte qu'elle ne le pensait. Pas d'enfant, Dieu merci. Mon nom figure sur la plupart de nos biens principaux. Et j'ai assez de preuves de son infidélité. Ah oui, j'ai oublié de préciser, elle couchait avec son collègue Ronan depuis des mois. Ça rend ces accusations de déception assez comiques. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je planifie mes prochains pas avec soin. La colère est toujours là, mais maintenant elle est canalisée. Sa famille m'a toujours traité comme un moins que rien, m'a piétiné pendant des années, a célébré la fin de notre mariage comme s'il s'agissait d'une remise de diplôme. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Est-ce que quelqu'un d'autre ici a déjà vécu une humiliation aussi publique de la part de son conjoint? Comment avez-vous réagi? Parce qu'en ce moment, j'hésite entre prendre la voie noble ou tout réduire en cendres. Et franchement, la deuxième option est de plus en plus tentante. Les gars, d'abord, je ne m'attendais absolument pas à ce que mon poste d'origine explose comme ça. RIP ma boîte de réception. Merci pour tous les awards et les messages de soutien. Et respect aux 3 personnes qui m'ont envoyé les coordonnées de leurs avocats spécialisés en divorce. Alors voilà. Cela fait 3 mois depuis cette fête d'anniversaire infernale, et certains d'entre vous m'ont demandé des nouvelles. Accrochez-vous, car il y a eu du développement. Par où commencer? Je suppose que le plus logique, c'est avec la bombe que j'ai découverte 2 jours après mon dernier post. J'étais en train de parcourir notre cloud partagé pour télécharger des photos que je voulais garder avant que Julie n'ait la chance de les supprimer. Et je suis tombé sur un dossier appelé « Présentation travail ». Ce qui est étrange, c'est qu'il avait été créé à peu près au moment où Julie avait commencé à agir bizarrement. Étant devenu méfiant, j'ai cliqué. Ce n'était pas une présentation de travail. C'était des centaines de captures d'écran de messages entre Julie et son collègue Ronan. 8 mois d'échange. Petit surnom mignon. Rendez-vous dans des hôtels. Et assez d'émojis pour remplir un rayon entier de supermarchés numériques. Petit conseil, si vous trompez votre conjoint, évitez peut-être de stocker les preuves sur un cloud partagé. Je dis ça, je dis rien.
Il y avait même des selfies d'eux, dans des endroits où Julie m'avait dit qu'elle bossait tard. Apparemment, elle ne faisait pas vraiment d'analyse de rapport trimestriel à 22 h un jeudi soir, à moins que les abdos de Ronan fassent partie de l'audit financier. J'ai tout transféré à Larry, l'avocat divin. Il m'a juste répondu par texto, Noël est arrivé en avance cette année. Ce type est un tueur, et je suis totalement fan. Voilà pour la première découverte. Mais là où ça devient intéressant, c'est après le choc initial. J'ai pris 3 décisions. 1. Me concentrer sur ma reconstruction personnelle, pas juste sur la vengeance. 2. Laisser Larry gérer le divorce sans interagir directement avec Julie. 3. Commencer à construire, doucement mais sûrement, une nouvelle vie. Je voulais construire une vie qui finirait par lui faire regretter chaque décision. L'appartement qu'on partageait était rempli de souvenirs, alors j'ai trouvé une location au mois. Rien de luxueux, mais il y a un petit balcon d'où je peux voir les étoiles la nuit. Le premier soir, je me suis assis dehors avec une bière, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai réalisé que je n'avais pas ressenti une telle paix depuis des années. J'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement. Pas pour me sculpter un corps de revanche, même si, je l'avoue, c'était un peu une motivation. Mais surtout, j'avais besoin d'un exutoire pour toute cette colère. La première semaine, je ne pouvais presque rien soulever sans que mes bras maigres tremblent. Aujourd'hui, je commence enfin à voir des muscles se dessiner. Qui aurait cru que les émotions pouvaient se transformer en biceps? La procédure de divorce a été intéressante. Julie pensait apparemment obtenir la moitié de tout, plus une pension alimentaire, car selon elle, elle avait sacrifié sa carrière pour notre mariage. Larry a carrément éclaté de rire en entendant ça. Il se trouve que ces opportunités sacrifiées sont difficiles à prouver quand on passe ses heures de travail à envoyer des textos salaces à son collègue, au lieu de bosser. L'épreuve de la liaison, c'était notre carte maîtresse. La famille de Julie s'était toujours présentée comme des modèles de vertu, des piliers de la communauté. Son père, Bronson, poste constamment sur LinkedIn des trucs sur les valeurs familiales et l'intégrité en affaires. La menace que l'adultère de leur précieuse fille devienne publique pendant la procédure les a soudainement rendus très ouverts aux conditions de Larry. Un moment étrange s'est produit quand je suis revenu chercher mes dernières affaires dans l'appartement. Julie est arrivée sans prévenir. C'était la première fois que je la voyais depuis le fiasco de mon anniversaire. Elle avait l'air différente, les cheveux en bataille, en jogging elle qui ne portait jamais ça. Elle a commencé un long discours sur le fait qu'elle avait fait une erreur, que Ronan n'était pas celui qu'elle pensait, que peut-être on pourrait envisager une réconciliation. Je suis juste passé devant elle avec ma boîte et j'ai dit que son avocate pouvait contacter la mienne si elle avait quelque chose à dire. Son regard, comme si elle ne comprenait pas que je n'allais pas me mettre à genoux, reconnaissant pour cette deuxième chance. Franchement, ça n'avait pas de prix. Voici où j'en suis maintenant. Le divorce est presque finalisé. Pas de pension alimentaire, merci aux preuves de l'infidélité. On vend l'appartement et on partage les bénéfices. J'ai laissé la plupart des meubles à Julie, vu que je repars de zéro. J'ai renoué avec des amis que Julie ne supportait pas. Vous vous souvenez de mon pote Mike, celui qu'elle disait être une mauvaise influence parce qu'il avait une fois apporté du vin de supermarché à un dîner au lieu d'une bouteille chic? Eh bien, il est toujours aussi sympa, et maintenant on se retrouve chaque semaine pour des soirées-jeux. J'ai aussi lancé cette idée de petite activité que Julie a toujours tournée en ridicule. Rien d'énorme, juste de la customisation de meubles vintage, quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Julie trouvait ça kitsch. J'ai fait ma première vente sur Etsy la semaine dernière. Le bénéfice net était de 27 $ après les frais, mais bon sang, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et maintenant, la partie croustillante. L'entreprise familiale de Julie, spécialisée dans l'immobilier de luxe, traverse une période compliquée. Apparemment, ils avaient un gros projet commercial qui vient de perdre son principal investisseur. Cela est arrivé juste après que j'ai déjeuné avec mon ancien colocataire de fac qui, surprise, bosse maintenant pour cette société d'investissement. Est-ce que j'ai dit quelque chose de précis sur la famille de Julie pendant ce déjeuner? Non. Est-ce que j'ai accepté sa demande de connexion sur LinkedIn ensuite? Absolument. La sœur de Julie, Annabelle, m'a contacté la semaine dernière. Elle a toujours été la seule personne correcte dans cette famille. Elle m'a dit que Julie était en morceaux, et que Ronan l'avait larguée après que son père ait tenté de lui obtenir un poste plus important dans leur entreprise. Apparemment, Ronan n'était intéressé par Julie que pour ses relations familiales. Visage de Pikachu choqué. Le compte Instagram de Julie, qui autrefois débordait de posts sur sa vie bénie, est devenu complètement silencieux. De mon côté, je poste de temps en temps quelques nouvelles, randonnées, meubles restaurés,
soirée avec des amis. Rien de tape à accent grave l'œil. Juste moi, vivant une vie normale et heureuse. Sa meilleure amie a accidentellement leaké une de mes photos à 2 heures du matin, puis l'a supprimée aussitôt. Donc je sais qu'il regarde. Hier soir, c'était ce qui aurait été notre anniversaire de mariage. J'étais assis sur mon balcon, en train de faire défiler Twitter, plutôt en paix, quand mon téléphone s'est allumé avec un message de Julie. Je sais que tu dois me détester, mais je n'arrête pas de penser à ce qu'on aurait pu être si je n'avais pas tout gâché. Tes blagues nulles me manquent. Le fait que tu préparais toujours le café pour nous deux, même quand on se disputait. L'appartement semble tellement vide maintenant. Ronan était une erreur. Ma famille s'est trompée. Je me suis trompé. S'il te plaît, on peut juste parler? Je suis prête à supplier s'il le faut. J'ai fixé ce message pendant 1 heure entière. J'ai tapé puis effacé au moins 15 réponses différentes. Et à la fin, j'ai juste posé mon téléphone et je suis allé me coucher. Sans répondre. Le truc, c'est qu'il y a 3 mois, j'aurais donné n'importe quoi pour recevoir un message comme ça de sa part. Aujourd'hui, je ne suis même plus sûr de ce que je veux. La colère est toujours là, mais elle est différente. Moins dévorante. Ce matin, je me suis réveillé et elle avait envoyé 5 nouveaux messages dans la nuit, chacun plus désespéré que le précédent. Le dernier disait simplement « Je suis garé devant ton immeuble. S'il te plaît, descends ». J'ai regardé par la fenêtre, et effectivement, sa voiture blanche était sur le parking des visiteurs. Elle était là, assise, fixant l'immeuble. J'ai refermé les stores et je me suis fait un café. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Une partie de moi veut entendre ce qu'elle a à dire. Une autre partie pense que lui ouvrir la porte, même juste un peu, reviendrait à défaire tout le chemin que j'ai parcouru. Et une petite partie, mesquine, dont je ne suis pas fier, veut qu'elle ressente exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là chez ses parents. La vie est étrange, vraiment. Il y a 3 mois, je croyais que mon monde s'effondrait. Aujourd'hui, je commence à penser que ce qui m'attend pourrait être bien meilleur que ce que j'avais avant. Dernière mise à jour. Je ne pensais jamais écrire une 3e suite à cette histoire, mais la vie aime les rebondissements. Pour ceux qui découvrent, vous pouvez consulter l'historique de mes publications pour tout le contexte. En gros, mon ex-femme Julie m'a piégé avec des papiers de divorce lors de ma fête d'anniversaire, devant toute sa famille, qui a littéralement sabré le champagne pour célébrer mon éviction. Classe. Cela fait maintenant exactement 6 mois depuis cette adorable surprise. Beaucoup de choses ont changé. J'ai quitté ma location mensuelle pour emménager dans une vraie maison. Rien d'extravagant, juste une petite maison avec 3 chambres, dans un quartier sympa, avec un jardin où je peux enfin adopter un chien. On y reviendra. Le divorce a été finalisé il y a 2 mois, sans trop de drame au final. L'avocat de la famille de Julie s'est effondré comme une chaise de jardin bon marché dès que Larry a sorti les preuves de l'adultère. Mon activité parallèle de rénovation de meubles se porte plutôt bien. Pas de quoi quitter mon travail de jour, mais assez pour entretenir mon addiction au café et payer mes abonnements de streaming. J'ai même des clients réguliers qui demandent spécifiquement mon style. C'est encore surréaliste de me dire que des gens apprécient ces trucs que Julie appelait autrefois, des horreurs sorties d'un vide-grenier. Bref, je passais une soirée tranquille un jeudi. J'avais commandé une pizza et je regardais cette nouvelle série dont tout le monde parle sur Netflix. Franchement, elle est moyenne, mais maintenant que j'ai commencé, je suis trop impliqué pour arrêter. Il était environ 23h30 quand ma sonnette connectée m'a notifié. Je me suis dit que c'était sûrement un voisin bourré qui s'était trompé de maison. Mais non. J'ai vu la voiture de Julie garée de l'autre côté de la rue, phares éteints. Au début, je pensais qu'elle déposait quelqu'un, mais la voiture n'a pas bougé pendant plus d'1 heure. Alors j'ai fait ce que ferait toute personne sensée, j'ai ignoré et je suis allé me coucher. Impossible de dormir en sachant qu'elle était là. Vers 1 heure du matin, j'ai vérifié de nouveau la caméra. Elle n'avait pas bougé. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à vibrer avec une rafale de messages. Todd, s'il te plaît. Je sais que tu es là. J'ai juste besoin de 5 minutes. J'essaie de te joindre depuis des semaines. Réponds, je t'en supplie. J'ai fait une énorme erreur. Et celui qui m'a fait me lever, je dors dans ma voiture depuis 2 jours. Je n'ai nulle part où aller. Je suis allé à la fenêtre, et en effet, je l'ai vu. Allongé sur le siège conducteur de son Audi. La même Audi que son père lui avait offerte pour son 25e anniversaire, qu'elle appelait une voiture d'entrée de gamme, même si elle coûtait plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. J'ai hésité. Une partie de moi,
la mesquine, voulait juste refermer les stores et la laisser savourer son expérience de camping en voiture. Mais je ne suis pas un monstre. Alors j'ai enfilé un sweat, une capuche, et je suis sorti. Le regard qu'elle m'a lancé quand j'ai tapé à sa vitre, c'était dur à voir. Son maquillage était coulé, ses cheveux gras, et elle portait ce qui semblait être les mêmes vêtements que dans sa dernière publication Instagram, 3 jours plus tôt. Elle s'est précipitée pour déverrouiller la porte, manquant de tomber en sortant tellement elle était pressée de me parler. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'odeur. Pas une odeur corporelle, mais cette odeur rance de fast-food, de vêtements usés, et de désespoir, celle qu'on retrouve quand on vit dans sa voiture. Deuxième chose que j'ai remarquée, elle avait maigri. Beaucoup. Julie a toujours été mince, mais là, elle était presque méconnaissable. Elle s'est mise à parler d'une traite, moitié en larmes, moitié en monologue incohérent. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'elle disait. Apparemment, Ronan, le type de la liaison, ne faisait pas que coucher avec elle. Il transmettait aussi des informations sur l'entreprise familiale de Julie à des concurrents. Quand son père l'a découvert, il a viré Ronan, qui a aussitôt largué Julie et disparu avec une tonne d'informations confidentielles. Mais ce n'est pas tout. Julie, dans son infinie naïveté, avait modifié des rapports pour que les chiffres de Ronan paraissent meilleurs, parce qu'elle était amoureuse. Quand tout a éclaté, papa chéri en a eu assez. Il l'a totalement coupé. Plus de postes dans l'entreprise familiale. Plus d'argent de poche. Plus d'appartements payés. Elle avait dormi chez des amis pendant plusieurs semaines, mais avait fini par user la patience de tout le monde. Sa dernière colocataire l'a mise dehors pour loyers impayés, et c'est comme ça qu'elle a fini par dormir dans sa voiture, devant chez moi, comme dernier recours. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle n'était pas allée chez ses parents dans leur MC Mansion. Et c'est là qu'elle m'a lâché la bombe, l'entreprise de son père, Bronson, faisait l'objet d'une enquête pour des irrégularités financières révélées, par Ronan. Apparemment, monsieur, droiture morale, truquait les comptes depuis des années. Leurs actifs ont été gelés temporairement, et ils ont dû réduire leur train de vie en attendant la fin de l'enquête. Une justice karmique presque trop parfaite. Alors je l'ai invité à entrer. Pas parce que j'envisageais de lui redonner une chance, mais parce qu'il faisait froid, et que je ne voulais pas avoir une ex en hypothermie sur la conscience. Elle est entrée et s'est remise à pleurer, cette fois parce qu'elle trouvait mon appartement trop beau. C'est littéralement du mobilier normal et quelques plantes que j'ai réussi à ne pas faire mourir, mais comparé à sa vie dans une voiture, j'imagine que ça ressemblait au Ritz. On s'est assis à la table de la cuisine et j'ai préparé du café pendant qu'elle parlait. Tout est sorti. Comment ses parents l'avaient poussée à divorcer après avoir découvert l'histoire avec Ronan, en la convainquant qu'elle pouvait viser plus haut tout en gardant la moitié de mes biens. Comment ils avaient organisé l'embuscade de mon anniversaire dans le but de m'humilier, pour que je signe rapidement sans me battre. Comment elle avait compris, quelques semaines plus tard, qu'elle avait commis une terrible erreur, mais que sa fierté l'avait empêchée de l'admettre. Elle a même dit, je cite, « Je pensais que tu te battrais pour moi. » C'est là que j'ai ri. Pas méchamment. Juste à cause de l'absurdité de tout ça. Elle orchestre cette humiliation publique, me traite de déception, me tend les papiers du divorce le jour de mon anniversaire, et s'attend à quoi? Que je la supplie de reconsidérer, que je lui écrive une lettre déchirante pour lui dire que je ne peux pas vivre sans elle? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi maintenant. Elle a recommencé à pleurer, puis elle m'a expliqué. Elle voulait qu'on essaie de nouveau. Elle disait avoir appris sa leçon et avoir mûri en 6 mois. Apparemment, elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, aucune perspective professionnelle. Son diplôme hors de prix ne valait rien sans les contacts de papa. Elle pensait qu'elle pourrait emménager chez moi pendant qu'on voyait comment arranger les choses. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a moi-même surpris. Je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée pour le divorce, pour m'avoir montré exactement qui elle était, qui sa famille était, pour m'avoir forcé à reconstruire ma vie à mes propres conditions. Ces 6 derniers mois avaient été difficiles, mais aussi étrangement libérateurs. Pour la première fois depuis la fac, je faisais des choix en fonction de ce que je voulais, pas pour lui plaire ou impressionner sa famille. Elle m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Puis les larmes sont revenues, accompagnées de supplications. Elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Elle n'avait jamais apprécié ce qu'elle avait. Je lui ai dit qu'elle pouvait dormir sur mon canapé pour la nuit, parce qu'il était tard et que je ne laisserais personne dormir dans une voiture. Mais que le matin, elle devait envisager ses prochaines étapes, sans moi. Le choc sur son visage était presque comique. Je ne pense pas que Julie ait jamais entendu le mot « non » de toute sa vie. Le matin est arrivé, j'ai préparé le petit déjeuner, parce que c'est ce que font les gens décents.
pendant qu'on mangeait, son téléphone a sonné. C'était son père. Elle a mis le haut-parleur, par réflexe j'imagine. Et j'ai entendu la voix de Bronson pour la première fois depuis la fête d'anniversaire. Fini le ton condescendant. À la place, quelque chose que je n'avais jamais entendu venant de lui, du désespoir. Leur entreprise était au bord du gouffre, les investisseurs partaient les uns après les autres. Ils avaient besoin d'aide, de quelqu'un ayant des contacts dans le milieu. Et Julie lui avait dit que je m'en sortais bien. Il m'a carrément demandé si je serais prêt à le rencontrer pour discuter d'éventuelles opportunités bénéfiques pour les deux parties. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Le même homme qui riait de moi parce que je n'étais pas digne de sa fille était maintenant en train de supplier pour mon aide. Julie m'a regardé avec un mélange étrange d'espoir et de honte. J'ai dit à Bronson que je n'étais pas intéressé par un quelconque accord professionnel avec lui. Mais que je connaissais quelqu'un qui pourrait peut-être les aider, Mia, la femme que je fréquente depuis un mois. Elle est brillante pour aider les entreprises en difficulté à redorer leur image. On est juste amis pour l'instant, mais honnêtement, c'est la relation la plus saine que j'ai eue depuis des années. Un long silence a suivi à l'autre bout du fil. Puis Bronson a demandé ses coordonnées. Je les lui ai données, j'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé Julie. La réalisation se dessinait sur son visage. Non seulement je ne la reprenais pas, mais en plus, j'étais passé à autre chose. Elle est partie 1 heure plus tard avec un sac à dos contenant l'essentiel et un Uber pour aller chez sa sœur Annabelle, qui avait accepté de l'héberger temporairement. En quittant l'appartement, elle m'a demandé si je lui pardonnerais un jour. Je lui ai répondu que je l'avais déjà fait. Pas pour elle, mais pour moi. Garder la colère, c'est épuisant. Et j'ai des meubles à restaurer et un chien à adopter. Parlant de ça, voici Max. Le pitbull rescapé à 3 pattes que j'ai adopté le week-end dernier. Photo avec taxe comprise dans le post. Il bave sur mon canapé et me vole mes chaussettes, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis des années. Voilà, c'est la fin de la saga Julie. 6 mois après qu'ils aient fêté ma ruine au champagne, elle dormait dans sa voiture devant chez moi. La vie va vite. Je ne sais pas ce qui l'attend maintenant. J'espère qu'elle s'en sortira. J'espère que sa famille a tiré une leçon de tout ça. Mais surtout, j'ai hâte de faire tout ce que je n'ai jamais pu faire pendant que j'essayais de m'intégrer dans leur monde. Voyager sans me soucier du luxe. Fabriquer des meubles sans qu'on me dise que c'est embarrassant. Adopter un chien qui perd ses poils partout. À ceux qui ont suivi cette histoire folle du début à la fin, merci pour le soutien, les conseils, et parfois, pour m'avoir recadré quand j'agissais comme un con. Ça m'a vraiment aidé, plus que vous ne le pensez. Est-ce que d'autres ici sont déjà sortis d'un cauchemar, pour se rendre compte que c'était en réalité la meilleure chose qui pouvait leur arriver ?